Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Ouvrage du même auteur. Ouvrage du même auteur, Maman, j'aime pas l'école. L'Harmattan 2012. Remerciements. Je tiens à remercier Céline, Johanna, Vincent, Clémence, Samuel, Maximilien, Victor Frédéric, et toutes ces personnes, enfants, adolescents, adultes qui avaient un jour franchi la porte de mon cabinet et avaient eu le courage de vous engager avec moi afin de faire un bout de chemin. En espérant avoir été un révélateur de votre personnalité. Merci à Laurence, ma compagne, pour sa patience, et qui s'est révélée d'un grand soutien au fil des semaines et des mois passés sur cet écrit. Une pensée pour Olivier Revol, chef du service de psychiatrie infantile de l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer à Lyon. Nos échanges sont toujours aussi stimulants au fil des années. Merci à Philippe Sauret, inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, responsable du groupe académique concernant la scolarisation des enfants précoces en région Rhône-Alpes, et René-Pierre Rabault, inspecteur de l'éducation nationale PR et élémentaire, inspection académique de l'Ain, pour leur confiance. Merci à Marie Levard, directrice du collège-lycée Le Bon Sauveur au Vésinet et présidente de l'association Précoce, et à Pierre Bratt, directeur du collège La Favorite Sainte-Thérèse à Lyon, pour le soutien que vous apportez aux enfants et à leurs parents dans vos établissements respectifs. Enfin, merci à Mélanie Bourroux-Grimaud, présidente de l'AAREIP, Association d'aide à la reconnaissance des enfants intellectuellement précoces, de l'Ain, pour nos rencontres avec les enfants et les familles, toujours aussi enrichissantes, de part et d'autre, je l'espère. Préambule. De formation cognitiviste, je suis spécialiste du développement de la pensée de l'enfant et de l'adolescent. En qualité de psychologue, j'ai suivi une formation au cours de laquelle des universitaires m'ont parlé de cette spécificité qu'est la précocité. Lors d'un cours sur l'utilisation des tests psychométriques, les fameux quotients intellectuels, on m'a expliqué, comme à d'autres, que la norme du QI chiffré se situe à 100. Entre 90 et 100, nous sommes dans la norme inférieure, entre 100 et 110, dans la norme supérieure. Au-delà de 130, se situe ce qui est caractérisé comme étant la précocité intellectuelle. Rien de plus. Si ce n'est que certains développaient des capacités au-delà de 130, afin de compenser intellectuellement des souffrances affectives ou des dysfonctionnements affectifs majeurs. Cette même personne qui tenait ce genre de discours, lorsque j'étais étudiant, continue à expliquer que la précocité intellectuelle est un système de défense mis en place afin de compenser des failles narcissiques et familiales plaçant l'enfant dans un désir illusoire de réussite intellectuelle. Je suis sortie de l'université en tant que psychologue spécialisée dans la prise en charge des enfants présentant des troubles des acquisitions scolaires. J'ai donc commencé à exercer ce métier passionnant et à rencontrer des enfants avec des troubles divers. Dyslexie, désorganisation cognitive, troubles déficitaires de l'attention. Petit à petit, j'ai été interpellée au sein de mes consultations par des enfants un peu différents, qui se présentaient à moi avec une panoplie de difficultés d'acquisition, de souffrances dans l'univers scolaire. Pourtant, ces enfants se présentaient avec des différences importantes sur le plan de l'analyse et de la compréhension de leurs difficultés, au regard de ce que l'on m'avait décrit dans ma formation universitaire. Ainsi, cette petite fille de 5 ans qui m'avait été adressée en consultation, pour avoir agressé son enseignante. Agresser une enseignante à 5 ans, voilà qui est singulier. Lorsque je la rencontre avec sa mère, celle-ci m'explique que sa petite fille faisait une sortie avec les autres enfants de sa classe. Au moment de quitter l'école, l'enseignante demande aux enfants de se tenir par la main, 2 par 2, pour traverser le passage clouté au feu tricolore. Or, cette petite fille a refusé, disant qu'il suffisait de regarder le petit bonhomme, s'il est rouge j'attends, s'il est vert je passe. L'enseignante avait insisté en disant à cet enfant de prendre son copain par la main, pour traverser la route. La petite fille de répliquer:
Maîtresse, il suffit de regarder le petit bonhomme. Insistance de l'enseignante pour que cet enfant prenne son copain par la main, avec force de menace et de colère pour la persuader de faire ce qui était demandé. Ce qui devait arriver arriva. La petite fille a commencé à s'énerver et à donner des coups de pied à sa maîtresse. En effet, elle venait d'agresser son enseignante. Cet autre enfant qui vient en consultation et qui me dit en s'asseyant : « C'est toi le psychologue ? » Effectivement, c'est moi. C'est toi qui vas m'aider avec ma maîtresse, parce que je pense qu'il y a des choses qu'elle ne comprend pas chez moi. Stupeur de ma part d'entendre les propos de cet enfant. Progressivement, rencontre après rencontre, j'ai été interpellée par ces enfants différents, qui, alors qu'ils semblaient posséder un certain potentiel susceptible de leur permettre de suivre une scolarité brillante, se retrouvaient dans des situations de plus en plus difficiles et de plus en plus complexes, en souffrance avec l'école. J'ai commencé à me questionner et à m'intéresser à cette précocité chez les enfants et les adolescents, à leur développement, aux spécificités de cette pensée, à cet atout qui semblait devenir un obstacle, que notre société transformait en handicap. 60% d'entre eux n'atteignent pas le bac, ou avec beaucoup de difficultés. Chiffre incohérent s'il en est, au regard de ce que ces enfants devraient être en mesure de réaliser dans notre système pédagogique. De cet intérêt pour les enfants précoces, j'ai été amenée à rencontrer des parents, à discuter avec eux de leur enfant. Il n'est pas rare qu'à l'issue d'un bilan cognitif, en leur faisant la retranscription de la façon de penser de ce dernier, de la façon dont leur enfant s'était structuré sur le plan de sa pensée, de me retrouver face à un père ou une mère qui me regardait avec surprise en me renvoyant : « Mais c'est de moi dont vous parlez. » Je me rappelle de ce père qui un jour s'effondre en larmes devant moi et s'excusant me dit : « Je suis désolé, mais vous êtes en train de me décrire. C'est moi lorsque j'avais son âge, c'est exactement ce que j'ai ressenti et vécu. » Des parents ont aussi commencé à se questionner sur eux-mêmes, sur leur vécu, et m'ont demandé s'il était possible de réaliser également un bilan pour eux. Un certain nombre d'ouvrages a déjà été écrit sur la précocité adulte. Tous ces ouvrages, excepté celui de Jeanne Siofakshin, m'ont laissé sur ma faim lorsque je les ai parcourus au fil des années lors de leur sortie en librairie. Beaucoup se basent sur des registres techniques, explicitant toute la complexité de cette pensée en arborescence. Jeanne Siofakshin a extrêmement bien décrit chez l'enfant le fonctionnement de cette pensée différente, de cette logique particulière. Tous semblent avoir ce point commun de décrire la douance adulte comme étant une souffrance qui nécessite d'aller consulter un psychologue. Tous se ciblent sur cette complexité de la pensée à s'adapter à la réalité dans laquelle nous vivons. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec des termes tels que précocité, surdoué. Il y a maintenant quelques années, lors de rencontres entre professionnels sensibilisés à l'accompagnement de ces enfants, nous nous sommes accordés sur la terminologie d'enfant à haut potentiel. En effet, le haut potentiel est présent, mais va-t-il s'exprimer ? La question reste posée, car tout repose sur les bonnes rencontres ou pas, sur les sollicitations ou non permettant à ce potentiel de s'exprimer, sur les guides qui vont se présenter sur la route de cet adulte en devenir qu'est l'enfant. Ces guides parentaux, scolaires, amicaux, professionnels vont permettre l'émergence de compétences, mais vont surtout représenter des alliés pour aider l'enfant à réussir cette dure alchimie de l'affect et de l'intellect. Je ne parlerai donc plus de précocité intellectuelle. Je n'emploierai pas non plus le terme de surdoué car de façon directe, qui dit surdoué implique son opposé sous-doué. Qu'est-ce qu'un sous-doué ? Une personne présentant une déficience intellectuelle, une personne qui serait en dessous de la norme standard du quotient intellectuel. La psychologie cognitive définit l'intelligence comme une capacité d'adaptation qui prolonge l'adaptation biologique présente au moment de la venue au monde. Cette définition très large est aussi très intéressante, car elle ouvre le concept d'intelligence sur des possibilités de développement et de rééducation totalement novatrices. Je ne parlerai pas non plus de précocité pour caractériser la pensée des adultes ayant présenté un haut potentiel dans leur enfance et leur adolescence. Je préfère le terme canadien de douance, qui reflète de façon plus précise la réalité car il englobe à la fois une dimension intellectuelle, une dimension cognitive, et une dimension affective. Parler de précocité ou de surdoué à l'âge adulte apparaît incohérent comme le disait un de mes patients. Précocité c'est bien gentil,
mais on peut être aussi précoce pour faire des crêpes et je ne vois pas ce que ça changerait dans la vie. Il m'apparaissait important d'apporter une nouvelle dimension qui, me semble-t-il, n'a jamais été décrite. Une dimension qui parlerait d'autres aspects de la vie des personnes présentant une douance intellectuelle. Une voix qui allait aussi parler du développement affectif, qui allait parler de la vie des adultes doués intellectuellement, de leurs difficultés de couple, de la difficile construction de leur sexualité, de la difficulté à établir des relations avec d'autres individus, à se faire des amis. Mais bien plus, je souhaitais aussi pouvoir ouvrir des pistes de réflexion et faire des ouvertures sur des voies possibles de solutions face à de réelles difficultés. Cet objectif, aussi ambitieux soit-il, ne peut débuter que par l'explicitation du développement de la pensée d'un enfant présentant une aisance intellectuelle, des étapes par lesquelles il passe pour se développer et en fonction de chacune d'entre elles, des difficultés qu'il va rencontrer sur son chemin. Nous verrons donc ensemble les spécificités propres aux enfants à haut potentiel à chacune des étapes de leur développement cognitif, spécificités qui peuvent rapidement se muer en difficultés. Nous verrons ainsi ce que deviennent les caractéristiques de l'enfant doué intellectuellement à l'âge adulte, lorsque malheureusement, aucun diagnostic n'a pu être posé, ou très tardivement, mais aussi lorsque des accompagnements inadaptés ont été proposés. Que deviennent ces fameux atouts présents dans l'enfance? Que deviennent ces fameuses caractéristiques lorsque l'on a déjà traversé plusieurs moments de souffrance? Nous verrons comment progressivement, l'adolescent peut en arriver à vouloir maîtriser sa pensée pour ne plus la subir. Nous irons plus avant sur ce que certains jeunes peuvent considérer comme étant une malédiction de la pensée. Comment vont s'établir les relations avec les parents? Où va-t-on trouver de nouveaux guides pour pouvoir grandir et avancer? Comment se positionner dans les relations avec ses camarades? Pourquoi un certain nombre d'entre eux deviennent de véritables caméléons? Et pourquoi est-ce qu'ils parviennent à s'adapter à toute forme de situation malheureusement en niant parfois leurs propres compétences? Nous verrons comment dépasser la crainte de la relation à l'autre, notamment dans le contexte sentimental, comment établir une relation avec un petit copain ou une petite copine, comment faire pour que ce lien puisse perdurer et s'épanouir, comment faire pour pouvoir être comme les autres dans la relation sentimentale. Une fois l'ensemble de ces étapes du développement parcourues, je vous proposerai de me suivre dans le descriptif novateur que je propose concernant les origines de ces difficultés dans la pensée. Dans la pensée, deux domaines se construisent en parallèle tout en étant en lien l'un avec l'autre. Le domaine affectif et le domaine cognitif. Au sein de la zone de connexion entre ces deux sphères du psychisme humain, existent des structures mères qui participent du développement affectif et cognitif, leur organisation globale permettant l'émergence d'une personnalité stable et structurée. Nous verrons comment se fait la construction affective et la construction cognitive, et comment ces deux sphères fondatrices de la pensée sont liées l'une à l'autre, comment s'établit l'équilibre entre ces deux sphères et comment des structures mères peuvent présenter de réels dysfonctionnements impliquant des problématiques spécifiques. Cela me permettra de vous proposer une taxinomie des troubles de la pensée chez les personnes présentant une douance intellectuelle. L'intérêt d'un tel descriptif ne se confine pas à cataloguer et classifier les problématiques pour les faire rentrer dans des cases spécifiques, mais bien plus à permettre un affinement des processus de prise en charge. En effet, ces failles des structures mères, leur déstructuration vont générer en parallèle des difficultés dans la construction de la relation de couple, des difficultés spécifiques dans la construction de la sexualité, mais aussi des difficultés dans le contexte de la vie sociale. Lorsque mon enfant présente une aisance intellectuelle, un haut potentiel, cela peut me renvoyer à moi-même, à mon propre vécu en tant qu'enfant. Nous verrons comment cette relation parentale peut être complexe à la fois en tant que père, en tant que mère, et pourquoi on peut craindre de répéter à travers son enfant la même histoire que l'on a vécue. Nous étudierons comment le développement de cet enfant, présentant une aisance intellectuelle, peut réveiller tout un ensemble problématique dans un couple dont l'un des parents peut lui aussi présenter cette spécificité de la pensée. Une fois l'ensemble de ces explications posées, nous imaginerons comment il est possible d'avancer avec pour point de départ l'importance de retrouver un sens à son vécu à travers un diagnostic. Je vous présenterai un certain nombre d'erreurs ou d'errances qui peuvent être rencontrées, et qui sont aujourd'hui évitables.
Posons-le d'emblée, la prise en charge des personnes, enfants, adolescents, adultes, est devenue un véritable marché en France. Mais bien plus que des dérives économiques, les risques encourus sur le plan affectif par les personnes rencontrant des pseudo-spécialistes de la précocité sont très importants. Ainsi, il est primordial de ne pas en rester qu'à une simple explication de ce qu'est la douance, car elle ne change rien, elle constitue juste un point de départ pour retrouver son identité. Le dernier chapitre de cet ouvrage vous présentera comment il est possible de se réconcilier avec soi-même, et enfin mettre la main sur cette savonnette qui semble nous échapper en permanence, le bonheur. Comment rendre à César ce qui appartient à César, comme le dit si bien l'expression. Un certain nombre des souffrances adultes ne sont qu'un héritage de souffrances de leurs propres parents, et ne leur appartiennent pas. Comment se réconcilier avec son propre affect? Comment réussir à lâcher prise? Comment se réconcilier avec cette part de soi qui génère tellement de peur et de crainte? La sexualité qui est la construction d'un lien intime avec un autre envers lequel je peux me laisser aller. Être un adulte ayant réussi à dompter sa douance et les craintes attenantes, permet à son tour de devenir un guide parental que vous êtes, ou que vous serez, pour votre ou vos enfants qui peuvent eux aussi présenter un haut potentiel. Ce potentiel n'est pas un handicap, c'est une façon de fonctionner, de percevoir, de ressentir le monde et ce qui le compose de façon différente et tellement riche. Chapitre 1. Le développement de l'enfant à haut potentiel. 1. Les étapes du développement cognitif. A. La période sensorimotrice, le bébé scientifique. Au cours de cette première étape du développement cognitif, la pensée ne peut bénéficier du langage pour se manifester. Elle émerge donc à travers l'action, dont la principale fonction est d'être efficiente, efficace. Il n'y a pas encore de prise de connaissance objective de la réalité pour l'insérer dans un ensemble plus vaste qu'est le réel. Ainsi il n'y a pas d'image mentale. L'enfant reconnaît sa réaction avant de reconnaître l'objet. Le développement de la pensée évolue tout au long de la vie, en fonction des interactions qui vont être établies par le sujet avec le milieu, et réciproquement. À travers des échanges constants avec des individus, des objets et des règles qui régissent la structuration de la réalité, la pensée va se développer avec de plus en plus de mobilité et une plus grande extension de son champ d'application. D'une adaptation biologique limitée à de simples réflexes, lorsqu'on touche la paume de la main d'un bébé, celui-ci la ferme spontanément, lorsqu'on met un bébé debout, spontanément ses jambes se mettent en avant comme s'il allait marcher, va émerger une adaptation psychologique, dans le sens d'une construction du sujet en tant que cause ou effet sur la réalité qui poursuit la première mais en la dépassant de par son champ d'extension possible. Un double mouvement existe dans l'organisation interne de la pensée, qui permet la mise en place d'une extension croissante de la construction de la réalité, de l'apprentissage du monde, les deux processus adaptatifs de la pensée cognitive que sont l'assimilation et l'accommodation vont progressivement se coordonner. Or, l'aisance intellectuelle des enfants à haut potentiel s'explique déjà au niveau sensorimoteur, par une parfaite coordination de ces deux processus, assimilation et accommodation, coordination qui se met en place bien plus tôt que chez les autres enfants. Ainsi, l'assimilation est la capacité de la pensée à intégrer une situation nouvelle aux anciennes structures cognitives déjà préexistantes. Ceci, car cette nouvelle situation présente suffisamment d'éléments reconnaissables par l'organisation cognitive de l'enfant, ce qui le place dans un état très serein d'adaptation à la problématique. Ma pensée reconnaît globalement le problème comme ayant déjà été rencontré. Je suis ainsi en mesure de puiser dans l'ensemble des réponses préétablies dont je dispose pour solutionner le problème. Mon système cognitif est donc très stable et fonctionne à l'économie. Le second processus est l'accommodation, capacité que possède l'enfant de s'auto-perturber, en désorganisant sa connaissance pour intégrer une nouvelle situation rencontrée. Je vais activer une réponse préétablie pour solutionner le problème, mais celle-ci ne fonctionnant pas, ma pensée va spontanément moduler cette réponse pour la transformer ou la combiner à une autre et donc avoir une meilleure capacité de résolution du problème qui s'est présenté à moi. Cet aspect de l'activité cognitive représente l'aspect dynamique de la pensée, qui va générer un processus d'adaptation.
La particularité de cette modalité de fonctionnement est que la réponse initiale, inefficace, apportée A, ne va pas disparaître, mais va être intégrée comme devenant un sous-système de la nouvelle réponse trouvée, soit. Au sein de la genèse de l'intelligence, nous partons donc de schèmes réflexes qui vont peu à peu devoir s'adapter au réel. Leur inadéquation fonctionnelle se présentant dans de nombreuses situations, nous ne trouvons dans les premiers mois de la vie qu'une assimilation et une accommodation totalement indifférenciées. L'assimilation est tout de même prévalente dans le sens où elle permet la conservation des éléments présents. Le bébé va essayer plusieurs fois la même chose avant qu'il ne puisse moduler son action, découvrant au départ de nouveaux effets par hasard. Ce n'est que progressivement que l'accommodation va s'abolir de la domination de l'assimilation et finir par la dépasser d'abord en acte, découverte de moyens nouveaux par expérimentation active, l'enfant fait et essaie plusieurs choses dans différentes situations, puis en représentation, invention de moyens nouveaux par combinaison mentale, l'enfant va d'abord chercher à combiner des schèmes entre eux afin de voir ce que cela donne concrètement. La théorie cognitive nous apprend que l'assimilation n'est parfaitement dissociée de l'accommodation qu'aux alentours de 9 mois, lorsque les assimilations répétitives, refaire pour le plaisir de refaire, recognitive, je reconnais la situation et je reproduis ce que je sais être fonctionnant et généralisatrice, j'essaie de refaire la même chose dans différentes situations afin de voir ce que cela produit, ont pu s'équilibrer. L'enfant va pouvoir identifier et dissocier les moyens des buts dans une connexion des schèmes par assimilation réciproque. Or, en prenant en compte les diverses observations d'enfants à haut potentiel, au cours de cette période de leur développement, cette coordination va se faire de façon très efficace et très rapide. Ils développent non seulement une efficience très importante, mais aussi des compétences cognitives en avance sur leur âge physiologique. Lorsque je discute avec les parents de mes patients, bon nombre d'entre eux m'évoquent l'éveil précoce de leur bébé, fréquemment tourné vers l'extérieur, observant la réalité qui les entoure et sollicitant par là même des interactions avec leur environnement. De nombreux parents me parlent ainsi de ce bébé qu'ils tenaient dans leurs bras, et qui, yeux grands ouverts, semblait observer tout ce qui se passait autour de lui. Puis, dès que sa tonicité musculaire le lui permettait, a commencé à lever la tête par lui-même et chercher à agir sur son environnement. C'est en passant de l'assimilation à l'accommodation qu'un individu se trouve dans une spirale de structuration, de compréhension et d'adaptation à la réalité. L'adaptation se caractérise par un équilibre qui progressivement émerge entre ces deux aspects fonctionnels de la pensée que nous venons de décrire. Nous évoquons dans ce cadre l'adaptation comme processus, et non comme état, cette dernière n'étant que l'assimilation du milieu par le sujet de façon organisée. En effet, le passage de l'assimilation à l'accommodation, et réciproquement, va permettre la mise en place d'une boucle récursive qui est le processus même de la dynamique organisationnelle de la pensée. L'adaptation qui en résulte est une adaptation état, dans le sens d'un équilibre qui s'apparente à une stabilité sur le plan structural. Mais cet équilibre ne permet qu'une connexion des sous-systèmes nouvellement construits aux sous-systèmes antérieurement élaborés. Toutefois, cet équilibre état va permettre l'identification de sollicitations et de niveaux de complexité non perçus antérieurement. Une adaptation processus va donc être engendrée amenant une dynamique fonctionnelle d'équilibration, c'est-à-dire un état psychodynamique serein dans la pensée de l'enfant. Cette souplesse d'adaptation est essentiellement due à la boucle récursive qui existe entre les deux processus de l'activité de connaissance. L'équilibre créé est ainsi très stable, grâce à la mise en place non pas d'un état, mais d'une dynamique de transformation régulée de façon endogène par l'organisation cognitive de l'enfant. Les nouvelles structures construites n'auront de cesse de s'appliquer à des domaines de plus en plus étendus en organisant le présent, mais aussi en réorganisant le passé, en fonction des nouvelles données élaborées. Les enfants à haut potentiel se construisent en permanence dans le cadre d'une adaptation processus. Dans une situation d'apprentissage, c'est-à-dire d'adaptation nécessaire à une situation non connue antérieurement, le sujet ne cesse de passer d'un état d'équilibre, où la problématique est assimilée aux structures de la connaissance présente, à des déséquilibres où l'accommodation s'active. Ce qui amène une modification des structures antérieures mais avec l'intégration de l'ancien au nouveau,
avec un processus identificateur et différenciateur qui va spécifier les modalités fonctionnelles du système antérieurement formé. Par des autorégulations permanentes, l'équilibration majorante va se mettre en place. Cette organisation fonctionnelle permet la sauvegarde du système d'organisation cognitif du sujet. En effet, cette capacité permet de s'auto-perturber et de s'autoréguler, de façon endogène et donc autonome, afin de trouver là où les solutions les plus efficaces face à un problème. Le sujet va intégrer une nouvelle perturbation, mais va aussi pouvoir définir toutes les autres perturbations qui peuvent en dériver, et donc moduler son action en fonction des possibles qui peuvent se produire. Toutefois, au niveau de développement cognitif où nous nous trouvons, cela ne concerne encore que l'action du sujet sur la réalité. Les enfants à haut potentiel ont développé ces procédures au maximum de leurs possibilités. Ils ne cessent d'intégrer de nouvelles perturbations, tout en définissant toutes les autres perturbations qui peuvent en dériver. Ils gèrent des liens de causalité extrêmement poussés. Caractéristiques de la pensée des enfants à haut potentiel. Dès la naissance, fixation et saccade oculaire rapide, poursuite visuelle, regard percutant vif dans l'interaction. Quantités élevées de haute fréquence oculomotrice pendant la phase de sommeil paradoxal, le taux de sommeil paradoxal étant un indice de plasticité cérébrale. Avance de la maturation motrice. Disparition précoce des réflexes archaïques. Intégration incessante de nouvelles perturbations. Créativité et inventivité, appréciant les nouvelles façons de solutionner un problème. Concentration intense, avec une attention de longue durée dans des centres d'intérêt divers. Tenue assise et marche plus précoce, marche acquise vers 12 mois, moyenne des autres enfants vers 14 mois. B. La période symbolique, 2 à 6 à 7 ans, je parle. Donc je suis. Le développement cognitif. La pensée représentative va se structurer à partir de l'imitation différée. Ainsi, cette dernière va se faire hors du contexte perceptif. Après l'imitation sur soi, la transposition sur des objets, il va y avoir un progrès grâce à la projection qui détache son schème de son contexte pour l'attribuer à autre chose. Cette mise en place des images mentales est une véritable révolution dans la pensée de l'enfant, puisqu'il va pouvoir commencer à mettre le monde dans sa tête. À chaque objet va correspondre une image mentale, qui fait que l'enfant va pouvoir évoquer l'objet en son absence. Il y a une différence entre l'image, qui colle à la réalité, et le mot, qui est un ensemble de signes conventionnels mais qui n'ont pas la même valeur pour l'enfant et l'adulte. L'enfant est donc enfermé dans un langage non conceptuel, dans la particularité de l'image dont il est imprégné. Le langage de l'enfant est altéré par une pensée non détachée du réel, les images ayant trop d'emprise sur lui. Ainsi, il parle comme si son interlocuteur partageait son point de vue. Sa pensée est donc incommunicable, absence de concept, et égocentrique, l'enfant prête son propre intérêt à autrui. À cause de l'égocentrisme, l'enfant va percevoir la réalité telle qu'il voudrait qu'elle soit, non telle qu'elle est. Un décalage est donc déjà présent avec les enfants à haut potentiel, car ceux-ci développent très tôt un langage adapté, comme s'ils prenaient totalement conscience de l'étendue et de la richesse de notre langue, qui permet de caractériser la réalité avec tant de précision. Ainsi, ayant passé de longs moments d'observation dans la période de développement précédente, ils ont accumulé un ensemble d'informations qui se coordonnent dans leur pensée d'une façon très efficiente, dont la première expression sera le langage. Un langage structuré et élaboré, avec une richesse de vocabulaire indéniable puisque chaque terme sert à définir de façon précise la réalité. Ainsi, cette petite fille de 4 ans qui renvoie à sa maman dans le tram alors que celui-ci tourne. Attention de ne pas tomber, le tram oscille. Ou cet autre enfant de 3 ans et demi qui renvoie à sa grand-mère qui lui dit « Regarde le beau bateau. Non mamie, ce n'est pas un bateau, c'est un canoë. » Ils vont ainsi passer beaucoup de temps à écouter les adultes et à demander des explications sur les termes inconnus qu'ils entendent. Ces mots seront intégrés rapidement à leur vocabulaire et ils seront en mesure de les réemployer de façon adéquate. Le langage est essentiel dans le développement de l'être humain, car c'est une activité intellectuelle qui va totalement transformer le rapport entre l'enfant et le monde qui l'environne. Il intègre une triple dimension. Sociale,
c'est-à-dire que l'on considère immédiatement l'enfant comme un être doué de compréhension, capable d'interagir et donc d'influer sur son environnement. Psychologique, car il assure le développement de la personnalité sur le plan affectif en permettant une prise de conscience et une expression des sentiments. Cognitive, car c'est le langage qui, en se construisant, donne accès aux connaissances, à leur hiérarchisation, à l'explicitation de sa pensée. Le langage se développe dans le cadre d'une interaction avec l'environnement, mais celle-ci n'est pas suffisante en elle-même. Sa mise en place va nécessiter 4 types de facteurs. Des facteurs biologiques avec le développement des zones cérébrales spécifiques à l'acquisition du langage. Des facteurs cognitifs, au niveau du traitement de l'information à travers la perception, l'attention, l'inhibition, la mémoire. La catégorisation des facteurs qui relèvent du comportement. Des facteurs liés à l'environnement. La cohérence des échanges avec les adultes qui vont s'occuper de l'enfant est essentielle. Nous constatons fréquemment que les enfants à haut potentiel baignent très tôt dans un langage structuré, et ce que l'on appelle le mamanais, ce langage fait de monosyllabes ou d'intonations que la mère utilise avec son enfant est peu présent. Très rapidement, ces parents sollicitent leurs enfants avec des termes très précis. Ainsi, au moment des rituels tels que le coucher, on constate l'apparition d'un langage spécifique et adapté à chaque situation. Ces enfants sont immergés dans des sollicitations parentales langagières, dans le sens où ces parents parlent avec leurs enfants lorsqu'ils font quelque chose avec eux, d'une façon spontanée et organisée. La première étape du développement du langage va concerner l'entraînement de l'appareil phonatoire pour pouvoir s'en servir. Interviennent donc des cris, des pleurs, des sons végétatifs. C'est à partir de 2 mois qu'apparaissent des sons et des vocalises. Vers 6 mois environ, l'enfant est en mesure de produire une suite de sons qui comprennent déjà des consonnes et des voyelles, le babillage. Il cherche à être en lien, à interagir avec son environnement. Les enfants à haut potentiel cherchent, à cette étape du développement, un réel mode de communication. Vers 2 à 3 mois, il existe déjà des dialogues, lorsque la mère a fini de parler, l'enfant émet des sons et il comprend l'organisation des échanges verbaux. La majorité des enfants va commencer à communiquer avec son environnement à partir du corps, au moment de l'ajustement des postures, des caresses qui vont les calmer, à partir du regard, des cris et des pleurs qui permettront au bébé de prendre conscience qu'il a une influence sur son environnement. Les enfants à haut potentiel n'utilisent que très peu ce mode de communication et, très tôt, ils observent leur environnement cherchant à en saisir les codes. Ils vont extrêmement rapidement structurer des éléments de communication qui vont passer par le babil et par les bribes de l'émergence du langage. Les traitements cognitifs d'acquisition du langage se basent sur 3 principes. La discrimination. Toute langue fonctionne d'une manière qui lui est propre et spécifique. Ainsi, en français on peut établir une liste de 36 phonèmes. Par exemple, le mot bateau comporte 4 phonèmes BATO. Le phonème est un faisceau particulier de traits distinctifs. Ces traits sont déterminés par la mise en vibration des cordes vocales sourdes ou sonores, le mode d'articulation orale, nasal, occlusif, le point d'articulation. Ainsi, un mot est une suite d'un ensemble de phonèmes. Très tôt, certains enfants sont en mesure de distinguer les phonèmes et vont commencer à chercher à les coordonner les uns avec les autres, dans la finalité d'entrer en réelle communication avec l'environnement. La catégorisation va permettre de trier la langue qui est familière à l'enfant d'autres. Dès 4 mois, le bébé peut faire des catégorisations semblables à celles de l'adulte. Cette catégorisation se met en place très tôt dans la pensée, et c'est habituellement vers 3 ans que l'enfant est devenu un expert dans le découpage de la chaîne sonore, ainsi que dans la compréhension du langage oral. Ces éléments se présentent eux aussi plus précocement chez les enfants à haut potentiel. La segmentation, qui est incontournable car si l'enfant est capable d'établir des distinctions et des catégorisations des sons, il doit pouvoir aussi les segmenter les uns par rapport aux autres. Très rapidement, ces enfants vont chercher à intégrer que cette parole humaine, qui est un flot continu de mots, de sons, avec très peu de silence, est rythmée par une mélodie. Ils vont donc chercher à saisir le sens de cette mélodie, et la façon dont les sons vont pouvoir être découpés. C'est ainsi que des mots parfaitement structurés apparaissent dans leur langage, rendant ces enfants encore plus réceptifs aux interactions avec les adultes.
Le développement du langage va se faire sur 2 registres. 1. Le lexique, les mots. 2. La syntaxe, la fonction et la disposition des mots dans la phrase. Initialement sur le plan quantitatif, entre 18 mois et 2 ans l'enfant va avoir 20 mots. Puis vers 6 ans, 2500 mots pour aboutir à un adulte cultivé qui en connaîtra entre 20 000 et 40 000. Ces mots apparaissent de façon très structurée dans le sens où chaque mot signifie quelque chose de spécifique. L'enfant va pouvoir être en mesure d'utiliser les mots adéquats, et c'est encore une fois plus précocement qu'on constate, sur le plan qualitatif, que ces enfants ne font plus d'erreurs dans la correspondance entre les mots et les objets. Très tôt, ils sont capables de prononcer des mots longs en entier et ils ne parlent plus par monosyllabes, ça pour camion. On ne trouve pratiquement aucun mot inadéquat tels des mots déformés, cachi pour taxi, ou des créations de mots pour compléter son lexique. À 18 mois, un enfant peut dire rara en montrant une voiture jusqu'à 4 ans lorsque l'enfant dit en rentrant de la cantine « J'ai bien cantiné ce midi ». Au niveau de la syntaxe, les termes génériques vont rapidement se mettre en place et prendre appui sur un système de classification. Une classe générale inclut des sous-classes. Habituellement, vers 18 mois, l'enfant possède une vingtaine de mots utilisés seul, par exemple le mot vélo signifie aussi bien c'est un vélo que je veux prendre le vélo. Entre 21 mois et 2 ans, les premières phrases de 2 mots apparaissent. Vers 3 ans, un développement important du langage va se faire avec l'apparition des adverbes, des prépositions. Chez les enfants à haut potentiel, ce développement est bien plus précoce car c'est aux alentours de 21 mois que des phrases vont être construites, intégrant un sujet, un verbe et un complément. L'ordre des mots dans la phrase s'organise d'une façon structurée. La majorité des autres enfants n'y arrivera que vers 6 ans. Ils prennent bien en compte qu'il y a d'abord quelqu'un qui fait une action, ensuite il faut pouvoir définir le sens de cette action, ce qui est fait, et enfin ce sur quoi porte l'action. Avant 3 ans et 6 mois, la majorité des enfants est totalement indifférente à l'ordre des mots. Jusqu'à 5 ans, l'adjectif possessif est bien souvent accordé avec sa propre personne et non avec le substantif. Ainsi un garçon va dire mon chambre, une fille va dire ma vélo. En effet, l'enfant associe les objets et leurs déterminants à son identité sexuée. Cela n'existe absolument pas chez les enfants à haut potentiel, car ils ont identifié très tôt leur appartenance à une identité sexuée qui est posée. Il n'existe aucun conflit entre le sexe de l'enfant et l'accord avec le nom, ce qui est malheureusement présent chez les autres. Au niveau de la conjugaison, dès 3 ans 1/2 l'enfant commence à conjuguer la première forme verbale qui est l'impératif, puis l'infinitif. Vers 4 ans arrive l'indicatif présent, le futur apparaît souvent d'une façon mal utilisée. Je vas manger. Ce n'est que vers 5 ans que le futur simple sera bien conjugué. Je mangerai. L'imparfait et le conditionnel viennent à partir de 5 ans 1/2. Ce n'est qu'après 6 ans que les temps des verbes seront utilisés de façon adéquate. Là aussi, cette utilisation appropriée des temps se fait beaucoup plus tôt, permettant à l'argumentation de pouvoir se mettre en place, celle-ci rendant possible l'explication des choses et la mise en phase avec l'environnement. Tout se passe comme si ces enfants avaient intégré très tôt les 3 dimensions du langage, et qu'ils s'en servaient pour être en interaction avec leur environnement et donc se construire tout en construisant le monde. L'être humain est être de langage, et ces enfants nous le signifient au quotidien. On comprend donc aisément les difficultés de lien aux autres qui émergent, ainsi que l'attrait de ces enfants pour les plus âgés qui, eux, s'expriment d'une façon élaborée. Ainsi, au niveau du langage, l'organisation logique des enfants à haut potentiel s'appuie sur la fonction explicatrice et implicatrice de la pensée. La fonction explicatrice vise à saisir les relations matérielles et psychologiques de la réalité. Comment fonctionne donc ce monde dans lequel j'évolue ? Alors que la fonction implicatrice vise à analyser les intentions elles-mêmes et leurs connexions. Pourquoi est-ce qu'une personne agit de telle façon en fonction de telle situation ? Ces 2 éléments permettent des analyses autonomes très poussées. La déduction ne consiste pas seulement en une simple remémoration d'un ordre successif d'opérations, qu'il suffirait de reproduire pour finir par en comprendre la logique interne. On trouve au contraire une capacité à dégager une structure d'ensemble dont la compréhension des transformations successives permettrait de découvrir et de comprendre les lois générales et particulières qui la régissent.
Ces enfants présentent une facilité d'élocution et un vocabulaire étendu, allié à un sens de l'humour très développé, ce qui les amène à apprécier les jeux de mots et à en produire de façon spontanée. En effet, plus on est apte à appréhender la réalité d'une façon fine et précise, plus on est en mesure de pouvoir jouer avec sur un plan verbal. Si le jeu symbolique existe bien chez les enfants à haut potentiel, il se manifeste au niveau du langage car c'est là qu'il peut prendre toute sa valeur. Au cours de cette phase du développement, la démonstration logique n'est pas nécessaire, il n'y a pas de lien démonstratif, ni de raison logique. Celle-ci ne va apparaître qu'avec la communication lorsque l'enfant va sortir de l'égocentrisme et vérifier son mode de pensée. Les faits sont juxtaposés sans lien de cohérence. L'enfant vit avec un cumul de représentations et de jugements. Il peut affirmer une idée ou une autre, ou les deux en même temps. Nous pouvons à nouveau constater le décalage avec l'enfant à haut potentiel. Cet enfant ouvert au monde et à sa compréhension ne traverse pas cette phase égocentrique de la pensée, impliquant une difficulté de coordination de son point de vue avec celui d'autrui. Par la maîtrise précoce du langage qui émerge, il est en mesure de mettre en place un ensemble de conjonctions de coordination qui impliquent l'émergence d'un discours argumentatif. De la même façon, la structuration et l'emploi des structures grammaticales de temps dans le discours nous indiquent l'émergence précoce, dans la pensée de l'enfant, d'un ordre de succession logiquement nécessaire qui n'est que la reconstruction à un niveau représentatif de la cohérence des actions de la période précédente. Dorénavant, deux réalités apparaissent. Le jeu et les observations, mais sans pour autant que les deux soient totalement dissociés. L'enfant passe de l'une à l'autre sans chercher à savoir ce qui correspond à la réalité vraie, objective, partagée entre adultes. Le jeu est une réalité ne s'opposant pas à la vraie réalité, le réel n'est qu'un jeu. Là encore, nous constatons un décalage chez les enfants à haut potentiel. En effet, ces enfants jouent peu. Ils vont passer beaucoup plus de temps à observer la réalité telle qu'elle est réellement, chercher à l'intégrer, et donc à en saisir le fonctionnement et les mécanismes. Les jeux les plus intéressants ne sont pas pour eux ceux qui stimulent l'imaginaire, ce sont ceux qui vont permettre de comprendre les modalités de fonctionnement du monde dans lequel ils vivent. Le figuratif, qui est la capacité de penser ou encore d'agir en pensée sur des configurations perceptives ou imagées, va progressivement céder la place à l'opératif, consistant à raisonner sur des contenus réels ou évoqués par anticipation et rétroaction. Il est important de préciser que ces deux éléments permettant la prise de connaissance du réel ne se développent pas indépendamment, mais en interaction. L'aspect figuratif est une imitation des états passagers et statiques, comme une succession de tableaux, sans aucun lien entre eux, comme si les cases d'une bande dessinée ne racontaient pas une histoire mais étaient indépendantes les unes des autres, 12 cases racontent 12 histoires différentes. Dans le champ de la connaissance, les fonctions figuratives sont avant tout la perception, l'imitation et l'image mentale. Ces fonctions sont essentielles à l'organisation cognitive et ne présentent pas un aspect négatif, limitatif de la pensée au regard des structures opératoires. Au contraire, elles sont à la base de la prise de connaissance de la réalité. Ainsi, ces fonctions vont rendre possible l'émergence de structures de l'activité de connaissance ne se fondant plus uniquement sur les états mais pouvant s'en abolir, en s'attachant aux transformations liant les états entre eux. Le niveau d'opérativité atteint va permettre à l'enfant d'envisager le monde sous une forme plus complexe que précédemment, d'avoir davantage d'emprise sur celui-ci, et donc de générer de nouvelles formes d'organisation. La mise en place de structures de l'activité de connaissance opératoire va permettre à la pensée de coordonner différents états entre eux et permettre la construction des invariants infralogiques, structurant la réalité physique. Les états perceptifs, qui amènent des incohérences dans la perception et la représentation du réel, peuvent être compensés par la prise en compte simultanée de différents points de vue. Ce qui va impliquer une connaissance objective du monde. Il m'apparaît important de préciser que cette décentration des éléments figuratifs de la connaissance ne peut se faire que par l'intermédiaire de sollicitations dans la sphère de l'opérativité. Nous constatons là aussi une avance de la pensée des enfants à haut potentiel au niveau développemental. Ainsi, très tôt, ces enfants dépassent la perception des états pour se fixer sur la prise en compte des transformations. En effet,
Cette considération des transformations est beaucoup plus enrichissante pour la pensée dans le sens où elle permet des transferts de connaissances d'une situation à une autre. Elle permet d'appliquer différentes transformations à différentes situations pour voir ce que cela fait, par purge mentale. Un état ne reste qu'un état, qui découle d'un état initial qui s'est modifié grâce à une transformation. Cette perception des transformations liant les éléments les uns par rapport aux autres va se manifester par une forte curiosité intellectuelle, avec une recherche de signification et de liens de causalité, dont la synthèse se retrouve au sein de sollicitations continuelles vis-à-vis de leur environnement. Ces éléments nous permettent de comprendre qu'ils ne supportent pas d'apprendre par simple mémorisation ou répétition de tâches, mais qu'ils recherchent les liens logiques entre les connaissances. La majorité des autres enfants assimilent progressivement le fait qu'il existe un état final qui dérive d'un état initial, et que le lien entre les deux se fait par une transformation spécifique, par répétition successive de situations identiques. L'enfant à haut potentiel est en mesure de prendre en compte les transformations présentes et d'activer des compétences de généralisation de connaissances bien plus élaborées. Prenons pour exemple l'acquisition du dénombrement, se fondant sur l'itération de l'unité. La comptabilisation est une suite numérique qui se répète de 1 à 9 avec un changement au niveau des dizaines, puis des centaines, des milliers. Ces enfants intègrent ce processus très rapidement de par la capacité de généralisation qu'ils ont développée au sein de leur structure cognitive, et ils le transfèrent aussi promptement au dénombrement des éléments constituant le réel. L'évolution des structures de l'intelligence va donc résider dans le passage d'une adaptation restreinte à une adaptation plus importante, car elle englobe une plus grande partie de la réalité. Au sein de leur fonctionnement cognitif, les enfants à haut potentiel génèrent une pensée qui se fonde essentiellement sur un mode opératoire. En activant la prise en compte de transformations et en dépassant la simple identification des états, la réalité concrète ne devient rapidement qu'un point d'appui dont il faut s'abolir pour ne penser qu'une réalité qu'il est intéressant d'expliquer. Répercussions dans le contexte scolaire. Au regard du modèle développemental que nous venons de présenter de l'enfant à haut potentiel, en lien avec le développement cognitif du sujet épistémique, le sujet idéal dans son développement, tel que Jean Piaget l'a défini, nous avons déjà pu mettre en exergue un certain nombre de différences qui, dès la maternelle, vont poser quelques soucis. La première forme de difficulté va se présenter au niveau des sollicitations proposées par l'école. L'enfant à haut potentiel est passionné par le fait d'aller dans cet univers scolaire au sein duquel il va pouvoir apprendre énormément de choses. Apprentissage qui va prolonger celui qui avait déjà été amorcé par ses propres parents. En effet, la majorité des parents que nous avons rencontrés, pour ne pas dire tous, a commencé à suivre l'éveil de son enfant sur le plan sensorimoteur, à le solliciter d'une façon élaborée, lui permettant d'activer les structures qui émergeaient. Notre système pédagogique vise dans un premier temps à uniformiser un certain nombre de comportements, à enseigner à l'enfant la socialisation, à être avec les autres, à apprendre à respecter des règles, à dissocier les temps de jeu des temps de travail. Ceci afin de pouvoir travailler, au cours de la grande section de maternelle sur les prérequis des acquisitions scolaires. Or, dès la petite section de maternelle, ou plus tard en moyenne section, ces enfants révèlent des compétences qui sont en décalage par rapport à celles des autres enfants. Ainsi, de nombreux enfants à haut potentiel commencent déjà à intégrer les bases de l'alphabet, à essayer de combiner les lettres et les sons pour former des mots. Ils ont perçu que la lecture est un outil de communication présent entre les adultes. Ceci alors que l'école leur demande essentiellement de pouvoir maîtriser l'alphabet sans aller plus avant. Au niveau de l'apprentissage, la majorité des enfants va devoir passer par la répétition d'actions afin de constater progressivement les différences entre un état initial et un état final. Ce que j'ai en face de moi dérive d'un état initial, et il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Il faudra plusieurs mois et plusieurs répétitions successives pour que les enfants intègrent que tout état actuel dérive d'un état antérieur, qui a subi une transformation. Les enfants à haut potentiel sont déjà en mesure de comprendre la transformation qui lie l'état initial à l'état final. Un deuxième décalage est donc présent dans le fait que l'enfant à haut potentiel va d'abord chercher à comprendre le lien entre les choses,
et solliciter l'enseignant dans l'explicitation de ces liens. Il est important de préciser que de nombreux enfants à haut potentiel présentent très fréquemment des retards sur le plan graphomoteur. Au regard de ce que nous avons évoqué précédemment, concernant les modalités de développement au niveau de la période symbolique, on comprend très vite que pendant que les autres enfants perfectionnent leurs gestes, affinant la perception et la mise en place des états, eux en sont déjà à un autre niveau d'élaboration. Une faille va donc se présenter sur le plan de la mise en place des habiletés praxiques. N'en déduisons pas trop vite que la majorité d'entre eux vont présenter une dyspraxie, c'est-à-dire un trouble caractéristique lié à la motricité fine, pouvant générer des difficultés spécifiques de maîtrise du graphisme. Cette association serait trop rapide à faire. Force est de constater que la majorité d'entre eux sont beaucoup plus intéressés par la compréhension des choses que par l'exécution d'actions répétitives. Le second souci qui va se présenter dans l'univers scolaire se situera au niveau de la mise en lien avec les autres enfants de la même classe d'âge car ils ne comprennent pas leur fonctionnement. Pourquoi est-ce que ces autres enfants ne maîtrisent pas le langage comme eux? Pourquoi au lieu de dire au mobile ils disent Toto? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à décentrer leurs pensées pour pouvoir essayer d'élaborer une idée et la transmettre aux autres? L'enfant à haut potentiel ne saisit pas le pourquoi de cela, il le constate tout simplement. Au moment où il fait ce constat simultanément, un second constat s'impose. Finalement, la personne la plus cohérente dans la classe, la personne avec laquelle il se sent le plus d'affinité, c'est l'enseignant. Bien souvent, dès la maternelle, ce sont des enfants qui peuvent solliciter à outrance leur enseignant. Ces sollicitations ne sont donc pas à mettre en lien avec une faille affective, avec un sentiment d'abandon quant au fait de ne plus être dans l'univers familial. De la sorte, il va chercher des sollicitations suffisamment élaborées pour construire sa pensée auprès de cet adulte. Cette problématique du lien avec les autres enfants va immédiatement être remarquée dans le contexte de la classe. Certains enseignants peuvent alors solliciter la mise en place de liens excessifs avec ces autres. Il est important de constater le décalage présent, et vouloir calquer leur comportement et leur fonctionnement sur une pseudo-norme qui serait les autres, va à l'encontre même de leur développement. Ils ne sont pas supérieurs aux autres, ils fonctionnent différemment. Il y a quelques années, je recevais en consultation une mère qui m'expliquait qu'elle faisait ses courses dans un supermarché. Arrivée à la caisse, comme les autres, elle attendait son tour avec son petit garçon de 5 ans à côté d'elle. Elle attendait patiemment, lorsque brusquement son fils va vers un autre enfant sur la file d'à côté, et lui décroche une claque, pour reprendre l'expression de la mère, à lui dévisser la tête. Je vous laisse imaginer le quiproquo entre les deux mères par rapport à l'acte qui venait de se produire, action des plus incohérentes. Mais pourquoi est-ce que cet enfant avait agi de la sorte? Simplement parce qu'il lui apparaissait inadmissible que cet autre enfant, qui avait a priori le même âge que lui, ait encore une tétine dans la bouche. Comme il avait dit à sa mère, « Il va pas bien lui, on n'a plus ça à notre âge. » Ces enfants présentent des difficultés à être en lien avec les enfants de leur même classe d'âge. Par contre, lorsqu'ils sont placés en maternelle dans des classes multiniveaux, il est intéressant de constater qu'ils vont fréquemment nouer des liens avec des enfants plus âgés qu'eux. Lorsqu'on les observe fonctionner avec ces enfants plus grands, il y a un réel rapport de réciprocité, de communication qui s'établit. En effet, ils sont enfin en phase sur le plan intellectuel, sur le même registre de compréhension et de communication. Un enfant à haut potentiel présente un fonctionnement cognitif qui est totalement différent, dans le sens où il appréhende le monde d'une façon autre. Ce sont des enfants qui, en fin de maternelle, sont déjà en mesure de ne pas se bagarrer avec d'autres pour obtenir quelque chose. Ils ne vont pas se confronter aux autres physiquement. Ils vont être beaucoup plus tournés vers le fait de chercher à exprimer leurs ressentis par rapport à une situation. Ainsi, par exemple, un petit garçon qui joue avec un jouet spécifique. Lorsqu'un autre enfant va venir le lui prendre d'une façon assez brusque voire violente, en le bousculant, l'enfant à haut potentiel ne va pas répondre par de l'agressivité. Il va répondre par un questionnement, par l'interpellation verbale de l'agresseur. « Arrête. Ne me fais pas ça, ça me fait mal. J'étais en train de jouer, laisse-moi finir, je te le donne après. » Mais cet autre enfant n'est pas dans cette dynamique de décentration et d'explicitation de sa pensée, ou de son ressenti sur le plan verbal.
Cet autre enfant est dans l'action, la confrontation physique, et il va réitérer son acte agressif. Il le reproduira sans pour autant que l'enfant à haut potentiel lui réponde par de l'agressivité lui aussi. Il restera interpellé par ce qui est en train de se passer, cherchant beaucoup plus à ce moment-là à capter l'adulte pour répondre aux problèmes qui se présentent. Ces enfants peuvent être victimes de différents actes agressifs de la part d'autres dans la cour. Ils vont donc aller naturellement solliciter les adultes pour chercher leur protection. Si ces adultes ne répondent pas d'une façon structurée, estimant que ce ne sont que des histoires d'enfants, il va perdre foi dans l'adulte et perdre confiance en lui, estimant que cet adulte n'est pas suffisamment cohérent pour pouvoir l'aider ou l'accompagner. Nous retrouvons la position précédemment évoquée, c'est-à-dire une peur qui émerge quant au fait d'aller dans cette école parce que l'adulte présent n'est pas suffisamment cohérent pour l'aider et le soutenir. Le problème du niveau de sollicitation de leurs pensées est central dès la petite enfance, car ils cherchent déjà à élaborer des contenus d'apprentissage qui vont leur permettre d'appréhender encore mieux l'univers adulte. Ils sont fascinés et intéressés par les activités liées à la lecture, à la maîtrise de l'alphabet, à la comptabilisation, aux données chiffrées. La réponse apportée par l'enseignant, par l'adulte référent, dans le contexte scolaire et pédagogique au cours de ces années de maternelle est extrêmement importante. Ainsi, si cet enfant est confronté à un enseignant qui cherche véritablement à le comprendre, à l'accompagner, et donc à écouter ses besoins pour essayer d'y répondre, tout en se mettant en lien avec la famille, cela crée un contexte très rassurant lui permettant d'identifier ce nouveau guide, cette personne relais qu'est l'enseignant. Dans un contexte aussi cohérent, ce spécialiste de la pédagogie représenté par l'enseignant va pouvoir solliciter la mise en place d'un diagnostic afin d'identifier si cet enfant présente bien une aisance intellectuelle, et si oui, de quelle forme. Il va ainsi pouvoir obtenir des informations afin de parvenir à se mettre en phase avec les compétences de cet enfant. La finalité n'étant pas bien entendu de le sursolliciter à outrance, mais simplement de pouvoir activer les structures logiques déjà présentes dans la pensée, pour lui permettre de les appliquer dans différents domaines, notamment celui des acquisitions scolaires. Au regard des compétences que peut présenter un enfant, il peut donc être intéressant, notamment dès les premières années de maternelle, de pouvoir mettre en place un saut de classe ou l'intégration d'une classe à double niveau. Un certain nombre d'enseignants s'inquiètent du fait que certains parents pourraient vouloir surstimuler leur enfant, afin de l'amener à développer des compétences plus précocement que d'autres. Ainsi, si leur enfant savait déjà lire à la fin de la maternelle, cela ferait du temps de gagner au niveau du CP. Ce risque est présent car de nombreux parents se représentent qu'une année sera perdue, avec un redoublement entre le CP et la terminale. Ainsi, si l'enfant acquiert une année d'avance et qu'il doit 20 jours redoubler, cela le mettra au niveau des autres et il ne perdra donc aucune année sur l'ensemble de sa scolarité. Certes, certains parents peuvent vouloir sursolliciter leur enfant, mais force est de constater qu'ils sont extrêmement rares. Les enfants à haut potentiel présentent véritablement un fonctionnement qui diffère dans le sens où leurs compétences ne s'appliquent pas uniquement à l'univers scolaire et aux capacités à intégrer la lecture ou la comptabilisation, mais elles intègrent des compétences d'anticipation, de généralisation, d'intégration rapide des informations, de décentration. Un bilan réalisé auprès d'un psychologue permettra rapidement de lever toute ambiguïté quant à un fonctionnement cognitif différent. La mise en place d'un saut de classe ou d'une classe à double niveau est une action qui va permettre de préserver les compétences cognitives présentes. Mais bien plus, de pouvoir véritablement investir l'univers scolaire. Le risque le plus important qui peut être présent, dans le cadre de sollicitations inadaptées, serait un désinvestissement de l'enfant pour les activités scolaires, voire un désinvestissement total de l'univers scolaire. Les premières manifestations de souffrance que l'on peut ainsi rencontrer chez les enfants en bas âge vont se situer à deux niveaux. Des troubles du comportement, avec une très forte irritabilité, et des tensions internes importantes, les amenant chaque matin à ne pas vouloir retourner dans cet univers qui leur apparaît totalement insécurisé et insécurisant qu'est l'école. Insécurisé car cet enfant ne se sent pas étayé ni compris par l'adulte qui le prend en charge la journée. Insécurisant car il peut se produire une multitude d'événements que personne ne risque de cadrer puisque l'adulte référent n'est plus fiable.
En parallèle, apparaît une recherche de sollicitation permanente dans l'univers familial, comme pour compenser le manque présent pendant la journée à l'école. Le paradoxe est que ces manifestations émergent dans la famille et non pas au sein même de l'école, ce qui implique bien souvent des décalages au niveau communicationnel entre une famille qui renvoie au pédagogue des difficultés qui s'accentuent jour après jour, et un pédagogue qui fait le retour à la famille d'un parfait fonctionnement dans le contexte de la classe. Une dynamique de dépression, ces enfants se refermant sur eux-mêmes, ne faisant plus rien, commençant à présenter des troubles du sommeil. Leur hypersensibilité prend le dessus, ce qui les amène à tomber dans un profond abattement émotionnel que rien ne semble pouvoir étayer. Un autre problème, fréquemment rencontré au niveau des classes de maternelle, est le moment de la sieste. Un enfant à haut potentiel va très fréquemment présenter un degré de fonctionnement intellectuel bien plus élaboré, en termes de capacité d'intégration d'informations et donc de recherche de sollicitation, par rapport aux autres enfants. La sieste peut donc devenir un véritable calvaire car elle se présente à l'enfant comme une perte de temps. À quoi est-ce que cela sert de dormir à l'école alors que je peux dormir à la maison ? À l'école, j'y vais pour travailler et apprendre. Il faut donc être extrêmement vigilant en tant qu'enseignant, notamment au niveau des classes de maternelle, lorsque l'on a dans sa classe un enfant à haut potentiel. En effet, cet enfant a besoin d'un guide pour grandir et se construire. Le guide dans la classe, c'est l'adulte. C'est lui le protecteur, c'est celui qui détient la connaissance, l'autorité. Heureusement, bon nombre d'enfants traversent ces années de maternelle d'une façon suffisamment cohérente pour pouvoir gagner de la confiance dans leurs compétences et dans l'adulte, et ainsi appréhender l'entrée en primaire d'une façon très positive. Caractéristiques de la pensée des enfants à haut potentiel. En recherche pour activer la prise en compte de transformation. Conception rapide de la réalité concrète comme n'étant qu'un point d'appui, dont il faut s'abolir pour ne penser qu'une réalité qu'il faut expliquer. Apparition précoce du jeu, et de la phrase complexe vers 17 mois et demi. Vocabulaire élaboré, ajusté, pas de langage bébé. Notion d'espace, dedans, dehors, dessus, dessous, grand, petit et de temps, vite, doucement, hier, demain, élaboré très tôt. Conjugaison des temps, présent, futur, conditionnel, présente dans le langage oral. C'est la période des opérations concrètes, 6 à 7 ans à 11 à 12 ans. À la recherche du temps perdu. Le développement cognitif. Au cours de la période des opérations concrètes, une nouvelle révolution va s'opérer dans la pensée de l'enfant. Une stabilité va s'installer au niveau des concepts, permettant l'émergence d'invariance et de la réversibilité mentale. La réversibilité logique acquise, l'enfant va pouvoir décentrer sa pensée, pouvant contrebalancer des actions physiques mentalement, et élaborer des classifications, des sériations. Deux domaines vont s'organiser en parallèle. La construction des invariants infralogiques, qui permettent à la pensée de l'enfant d'organiser la réalité sous sa forme physique et matérielle. Si nous prenons pour exemple la conservation de la substance, on présente à l'enfant deux boules de pâte à modeler identiques, qu'il identifie comme contenant la même quantité de matière. Puis, avec une des boules, on demande à l'enfant de faire une galette, puis un serpent et enfin des petits bouts. À chacune des transformations, on lui demande successivement si la boule est la galette, puis si la boule est le serpent et si la boule et les petits morceaux contiennent toujours la même quantité de matière. Avant 6 ans, l'enfant est persuadé que la boule contient plus de pâte à modeler parce qu'elle est beaucoup plus grande. Cette incohérence dérive du fait qu'il est totalement pris par les aspects figuratifs, perceptifs de la connaissance. Effectivement, si on en reste à la seule perception en comparant une boule et une galette, on ne peut que constater que ce sont deux choses totalement différentes. Puis, progressivement, sa pensée va structurer que c'est bien la même chose puisqu'on n'enlève pas et on ne rajoute pas de pâte. Une fois cette conservation explicitée par ce que l'on appelle l'opération nulle, je n'ai rien enlevé et rien rajouté, sa pensée va être en mesure de se décentrer et de mettre en place des systèmes de compensation. La boule est certainement plus haute mais la galette plus large. La boule est plus grosse que le serpent mais il est plus long. L'enfant va compenser les états physiques pour contrebalancer l'illusion perceptive dans laquelle il était pris antérieurement. Il va ensuite accéder à cette fameuse réversibilité mentale qui va lui permettre d'expliciter le fait
qu'il suffit de refaire la boule d'avant pour être sûr que les deux contiennent toujours la même quantité de pâte. Cette réversibilité mentale, une fois structurée, ne nécessitera pas de passer par l'action pour être certain de la permanence de la conservation. Il suffira simplement d'évoquer mentalement cette réversibilité mentale et de s'appuyer sur l'opération dite de décentration de la pensée. C'est cette décentration qui va permettre à tout individu d'envisager un problème sous différents aspects. L'utilisation de cette opération mentale dans le contexte scolaire va permettre de connecter l'ensemble des systèmes inverses. C'est ce qui va permettre de connecter l'addition et la soustraction, la multiplication et la division, le pluriel et le singulier, le masculin et le féminin. Cette réversibilité mentale va se structurer dans la pensée de l'enfant à partir d'une capacité qui doit être la décentration. J'insiste sur ce point car il serait erroné de croire que cette opération mentale s'apprend, et qu'il suffit de la répéter pour que l'enfant la comprenne. Je parle bien de construction cognitive et non pas d'apprentissage cognitif. Ainsi, si cette opération mentale est apprise, elle ne pourra pas se généraliser et donc s'appliquer à d'autres champs, tels celui des acquisitions scolaires. Au fil des années, l'enfant va ainsi structurer l'invariant de la substance vers 6 à 7 ans, tel que nous l'apprend la théorie, pour ensuite accéder à l'invariant de poids aux alentours de 8 ans, puis à l'invariant de volume aux alentours de 10 à 11 ans. On observe un décalage vertical, dans le sens d'un décalage en termes d'âge. Il ne s'agit pas que d'un transfert d'explication d'une conservation à une autre, de par le fait que cette opération de conservation s'applique sur des contenus de plus en plus abstraits. Il est intéressant de faire remarquer que notre système pédagogique suit la construction de ces invariants. C'est effectivement aux alentours de 8 ans que l'on va apprendre à un enfant la mesure du poids, et aux alentours de 10 ans qu'on va lui présenter les éléments liés au volume. Sur le plan spatial, l'enfant va progressivement passer de la construction d'un espace topologique fait de relations de voisinage, à gauche, à droite, à côté d'eux, à un espace euclidien fait de coordination des différents rapports, dessus-dessous, gauche-droite, devant-derrière. Il va ainsi structurer l'invariance de l'horizontale et de la verticale vers 10 à 11 ans, lui permettant d'intégrer tous les éléments liés à la géométrie. L'expérience devient logique et englobe l'expérience mentale. Il y a une reconstruction du réel avec une prise de conscience des relations entre les faits et de la réversibilité. En parallèle, vont émerger les structures dites de classification, tout ce qui concerne dans la pensée les systèmes dits de ressemblance, de différence, d'appartenance, d'inclusion. C'est l'organisation de ces opérations de classification qui va permettre à un sujet d'organiser sa pensée d'une façon hiérarchisée par inclusion. La mise en place de systèmes de classification hiérarchique permet d'intégrer des connaissances nouvelles d'une façon croissante en fonction de celles précédemment organisées. C'est ce qui donnera à la pensée la possibilité de se moduler dans le sens où toute nouvelle information va être intégrée comme un sous-système d'éléments préexistants dans le système cognitif, ou comme nouvelle catégorie permettant d'assimiler de nouvelles connaissances. Nous sommes bien là dans le cadre d'une extension croissante des champs de connaissances et de compétences. Cette construction des systèmes de classification va effectivement trouver sa manifestation la plus visible dans le contexte scolaire, mais elle va aussi servir sur l'ensemble de la construction de la pensée de l'enfant. Dans le registre affectif, c'est l'organisation de ces systèmes de classification qui permettra progressivement la hiérarchisation des émotions. C'est grâce à l'utilisation fonctionnelle de ces classifications qu'un sujet sera en mesure de hiérarchiser les réponses à apporter au regard des situations qui seront rencontrées. Sans la mise en place de ces systèmes, l'enfant ne peut élaborer une organisation qui lui permette de moduler son affect, de l'organiser. Les classifications portent sur la réunion d'éléments en fonction de caractéristiques qui leur sont identiques. En couplant cette opération de classification avec celle de sériation, qui permet de classifier les éléments suivant leurs différences, l'enfant va générer le nombre logique. Ce sont les classifications qui vont rendre possible l'émergence de l'opération dite de combinatoire. Cette dernière permettra d'intégrer progressivement le processus de la lecture. En se combinant avec la réversibilité mentale mise en place par l'enfant, cela contribuera à organiser que P et A fait PA, et inversement, A et P va se lire à P. De la même façon,
4/5 et 5/4 donnent toutes les deux 20. L'enfant va ainsi pouvoir intégrer que lorsqu'il fait une action, les éléments mis en place ne sont plus à sens unique, mais qu'il existe une réversibilité. Ainsi, face à un problème de mathématiques, j'essaie une solution. Si celle-ci ne fonctionne pas, je peux revenir au point de départ et essayer autre chose. La réalité concrète est pensée de façon plus mobile. L'enfant peut faire des choix, raisonner sur des cas singuliers et généraux. La perte de l'égocentrisme permet la confrontation à autrui, et donc la perte des explications magiques. L'enfant va penser avec des mots qui vont structurer sa pensée. Ainsi, à la fin de ce stade, le plan verbal va pénétrer la représentation que le sujet a des choses. C'est aussi par le langage que l'enfant va prendre conscience de son mode de raisonnement, un décalage se crée qui permet une prise de conscience des opérations impliquées, l'action va laisser place au langage. Les plans du jeu et de l'observation vont se hiérarchiser. Le monde extérieur est observé de façon positive, l'enfant le soumet moins à ses désirs en tenant compte des choses comme elles sont, non comme il aimerait qu'elles soient. C'est l'évolution du raisonnement qui va séparer ces deux plans. L'univers ludique va progressivement être structuré par la logique et permettre l'accès au jeu avec des règles. Chez les enfants à haut potentiel, la compréhension de la succession des événements ne cesse de s'affiner. Le lien causal, qui débute par une mise en ordre linéaire des états, avec un ordre logiquement nécessaire dans leur succession, va se centrer sur les transformations, en tentant de s'abolir des états pour générer des systèmes d'hypothèses dès 7 à 8 ans. Le raisonnement et la déduction vont s'élaborer, et chercher leur application dans cet univers de sollicitation qu'est l'école. Dans la réalité concrète, le sujet ne va plus commencer à observer ce qu'il a devant lui en tentant par la suite d'expliquer ce qui s'est passé, de façon très intuitive. Bien au contraire, il va pouvoir se centrer en premier lieu sur l'explication, la constatation perceptive des états ne venant qu'étayer, en cas de nécessité, le raisonnement élaboré. Ces enfants vont donc développer un sens critique très important, leur permettant de justifier leurs actes a posteriori et d'intervenir dans des conversations de façon très pertinente. Ils sont en outre, en mesure de synthétiser et de conceptualiser des connaissances, appréciant d'autant plus les activités intellectuelles et le contact avec les adultes. Répercussions dans le contexte scolaire. Au regard de ce que je viens d'évoquer, en lien avec le fonctionnement naturel de l'enfant à haut potentiel, on peut facilement percevoir le décalage présent. L'ensemble des opérations de décentration, d'organisation, de prise en compte des transformations, de système de classification, est déjà mise en place avant l'entrée en primaire, entre 5 et 6 ans. Cet enfant à haut potentiel qui rentre dans notre système pédagogique ne va donc pas chercher la construction de ces outils puisqu'il les possède déjà spontanément dans sa pensée. Il va beaucoup plus chercher de la part de l'enseignant une utilisation de ces structures dans le contexte de l'apprentissage. Ce décalage de la maturation cognitive que j'ai évoqué prend aussi un sens bien particulier. En effet, les enseignants vont devoir se caler sur la norme moyenne des élèves. L'enfant à haut potentiel va donc se faire remarquer d'autant plus rapidement. Cette affirmation est à mettre en lien avec la question qui m'est fréquemment posée concernant le nombre croissant d'enfants précoces. Y en aurait-il plus aujourd'hui qu'avant ? Je ne le pense pas, car ces enfants sont identifiés de façon beaucoup plus rapide. Grâce au travail d'information des associations, les enseignants peuvent repérer dès le primaire des enfants qui arrivent en CP sachant déjà lire, sachant déjà compter, ayant généré par eux-mêmes le processus de la multiplication, ayant des aptitudes différentes des autres élèves de la classe. De par le décalage de la maturation cognitive, les outils logiques qui apparaissaient, aux périodes d'âge précédemment citées, tendent à se décaler. Ainsi, la conservation de la substance émerge aux alentours de 7 ans et demi, la conservation du poids aux alentours de 10 ans et la conservation du volume vers 12 à 13 ans. Ce décalage est observé car les enfants sont de plus en plus sollicités dans les sphères figuratives et perceptives de la connaissance. Ils font beaucoup plus qu'ils ne comprennent, ils agissent avant d'anticiper, ils sont dans l'action avant d'élaborer une stratégie. Je pourrais résumer cela par la phrase « j'apprends en faisant ». Sans vouloir diaboliser les progrès technologiques actuels, qui sont absolument extraordinaires dans bien des domaines,
On assiste à la mise en place d'applications sur des tablettes tactiles permettant à des enfants en bas âge d'empiler des cubes les uns sur les autres. Mais force est de constater que beaucoup d'entre eux ne le font plus concrètement. Notre système pédagogique est organisé pour solliciter les structures opératoires des enfants dans des applications spécifiques, telles que les acquisitions scolaires. Acquisitions scolaires qui permettent en retour la pérennisation et le développement de ces structures. Or, si nous prenons en compte le décalage précédemment évoqué, les enseignants sont maintenant amenés à construire ces structures dans la pensée des enfants car ces éléments sont nécessaires pour accéder aux apprentissages proposés. C'est un des facteurs qui explique un certain nombre de difficultés que rencontre notre système pédagogique, et que j'ai précédemment évoqué dans mon ouvrage Maman, j'aime pas l'école. Les enseignants ne sont plus là pour solliciter les structures, ils sont là pour les construire. Le hiatus qui est présent est que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.